Vous écoutez un balado. Ici Radio-Canada Première. Cette semaine, Judith Lucier essaie de nous faire comprendre le scandale Cambridge Analytica et le vol de données sur Facebook. Kevin Breton essaie de nous faire comprendre le tramway de Québec. Et dans mes corrections de la semaine, je vérifie si les Québécois conduisent mal et si on peut appeler le 911 pour commander une pizza au pepperoni. Bienvenue à Si j'ai bien compris, épisode 7. Merci au Big Ben en studio. Vous avez été tight encore, les musiciens. Merci. Toujours la même affaire. Hein? Ouais, ils sont très bons pour jouer la même affaire. Alors, comme à chaque épisode, j'ai deux collaborateurs avec moi qui viennent nous parler de sujets ayant marqué la semaine. Bonjour à Kevin, bonjour Judith. J'ai inversé les regards, j'ai pas regardé à C'est pas grave. Ça me dérange pas. Bonjour Louis, bonjour Judith. Vous allez bien? Ouais, ça va. Oui, vous avez aimé vos sujets cette semaine? Absolument. Fascinante histoire, cette histoire de Facebook et de lanceurs d'alerte. Personnage intéressant. Franchement, j'étais gâtée. Ah oui, OK, mais j'ai hâte de t'entendre tout à l'heure aussi. Et le tramway t'a intéressé? Moi aussi. Oui, puis en faisant des recherches là-dessus, puis aussi en parallèle sur autre chose, sur la REM de Québec, j'ai constaté que jamais les personnes en fauteuil roulant n'ont été aussi bien représentées. On les placarde sur absolument toutes les vidéos promotionnelles et les affiches pour montrer que oui, ça va bien être accessible. Je peux pas chialer contre ça, mais ça m'a quand même fait sourire. Ah, c'est bon, c'est intéressant à savoir. Alors, avant de commencer puis aller dans vos sujets, je vais plutôt vous faire une liste de sujets dont on ne parlera pas aujourd'hui. Des nouvelles qui, à mes yeux, sont tellement faciles à comprendre qu'ils ne méritent pas qu'on les analyse. Par exemple, on a le PQ qui annonce à quelques mois de l'élection que s'il est élu, il va mettre de côté le projet de REM à Montréal pour le remplacer par le grand déblocage. Si vous êtes un enfant des années 80, probablement que le grand déblocage vous rappelle le grand débrouillage de Super Écran. Ou de Canal Famille. Oui, vous avez la référence aussi. Alors, pour eux, c'est une combinaison de trains, de tramway et d'autobus qui couvrirait le Grand Montréal. Alors, pour comprendre, c'est assez facile. C'est l'équivalent d'être à l'aéroport avec ta blonde ou ton chum, avec tes billets d'avion pour Cuba dans les mains, puis ta blonde te dit « Hey, si on allait faire une croisière en Alaska à la place, tu fais bonne idée, mais c'est peut-être un peu trop tard pour nous annoncer ça. » On parlera pas non plus de Martine Ouellette qui menace de poursuivre l'émission La Joute à LCN parce qu'ils auraient tenu des propos qui ont fait de la peine à sa mère. Alors, on va pas en parler, mais on va aller écouter un extrait de l'émission. C'était le 8 mars dernier. C'est tellement stupide comme question que tu pourrais donner le droit aux gens de voter oui aux deux ou non aux deux. Tu sais, un coup parti. Alors, on n'en parlera pas parce que j'ai peur de faire de la peine à la mère de Martine Ouellette. Et soyons honnêtes, si on peut commencer à poursuivre les gens à cause qu'ils font de la peine à nos mères, qui vous pensez que nos mères vont poursuivre en premier? Leurs propres enfants. Il n'y a personne qui fait plus de peine à une mère que ses propres enfants. On parlera pas non plus de la nouvelle comme quoi Service Canada va abandonner le monsieur et le madame parce qu'en réalité, ça veut juste dire qu'ils vont demander aux gens s'ils veulent qu'on les appelle monsieur ou madame. C'est pas plus compliqué que ça. Plutôt que prendre pour acquis le sexe de la personne, on va lui demander. Mais bon, ça a fâché des gens. Appelons-les monsieur et madame Martineau. Mais moi, je trouve que ça a fâché bien plus que des gens bien à droite. Là. Je trouve que ça a fait déchirer leur chemise à plusieurs personnes de mon entourage qui, normalement, sont assez nuancées. Alors, ça aurait été un bon sujet à parler, mais on le fera pas. On parlera pas non plus du fait que Donald Trump, 71 ans, et l'ancien vice-président Joe Biden, 75 ans, se menacent présentement via médias interposés de se foutre une volée l'un et l'autre. Trump a d'ailleurs jeudi déclaré sur Twitter « Ce fou de Joe Biden essaye de jouer le dur. En fait, il est faible, à la fois mentalement et physiquement. Il ne me connaît pas. Il tomberait rapidement comme une mouche en pleurant. » Et comme quoi, les médias, on tombe tellement facilement dans le panneau. Là, j'ai vu un journaliste sportif s'empresser d'aller faire des entrevues avec deux entraîneurs de boxe réputés pour qu'ils nous expliquent qui gagnerait un combat éventuel hypothétique entre le président des États-Unis et Mais Joe moi, Biden. ça m'intéresse. Joe Biden était unanimement dit qu'il avait une meilleure technique. À Las Vegas, les odds... Si McGregor s'est frotté à Mayweather, peut-être qu'un jour on verra ça, mais je le souhaite pas pour le bien de notre démocratie. Alors, ce sont des sujets dont on ne parlera pas aujourd'hui. Passons plutôt aux choses dont on va parler. This was a major breach of trust, and I'm really sorry that this happened. We have a basic responsibility to protect people's data, and if we can't do that, then we don't
deserve to have the opportunity to serve people. Alors, c'est un extrait de l'entrevue accordée par Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, à CNN le 21 mars. Entrevue dans laquelle il s'excusait pour la première fois publiquement pour cette perte de données, parce que vous avez probablement déjà répondu à des quiz sur Facebook ou utilisé des applications qui vous montraient de quoi avoir l'air votre visage dans 30 ans. Et parfois, peut-être que vous vous êtes demandé, mais pourquoi des compagnies font ça? Parce que c'est gratuit, ils mettent de l'énergie, de l'effort, de l'argent pour créer ce genre d'applications-là et on semble donner rien en retour. Eh bien, on a eu une partie de la réponse cette semaine. On donne des informations qui sont utilisées par des compagnies et par des partis politiques. Mais on peut aller voir que les gens dans la foule, ça ne les dérange peut-être pas autant qu'on pense. C'est notre réalisateur qui est allé demander aux gens de la rue leur opinion. Allons écouter ça. Est-ce que vous pensez qu'on serait capable de deviner pour qui vous votez à partir de ce que vous mettez sur Facebook ou les autres réseaux sociaux? Non, je ne penserais pas, non. Je pose pas. Comment vraiment, ça se fait? Je pose pas vraiment rien de personnel ou je parle pas vraiment de politique non plus. J'ai beaucoup de likes sur Facebook. Clairement, Facebook peut savoir à quoi je m'intéresse. Puis c'est encore plus vrai pour la plupart des gens qui n'ont pas nécessairement conscience de ça. On n'a rien de secret. Il suffit de connaître, par exemple, s'ils ont un pick-up, c'est un signe qui amène une probabilité d'être plus à droite. Est-ce que vous utilisez Facebook? Oui. Est-ce que vous pensez qu'on serait capable de savoir pour qui vous votez à partir de ce que vous avez mis sur Facebook? Sûrement. Et comment ils font ça exactement, de deviner l'allégeance? Pas. Moi, c'est écrit « J'appuie une telle » et je mets carrément la figure de la personne et du parti pour lequel je vote. Ils n'ont même pas besoin d'avoir des algorithmes très, très performants. Ils lisent ma page, ils le savent. Oui, ça me fait penser au petit logo « Oui ». Québécois sur Twitter. Qui en révèle parfois plus que ce que les gens qui le portent. Ouais. Vous Il y en a de l'admettre. moins en moins, par contre. C'est de plus en moins populaire. Ben ça, c'est leur problème au PQ. OK, c'est pas le nôtre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Judith, cette semaine? Pourquoi on parle de nos données sur Facebook? Ben, parce qu'en fin de semaine, la journaliste du Guardian, Carol Cadwalder, son nom est difficile à dire, mais je tiens à le préciser parce que c'est des femmes journalistes en ce moment qui révèlent les gros scandales. Je trouve ça important de le dire. Bon. Et elle a révélé que l'entreprise Cambridge Analytics avait profité d'une faille de Facebook pour influencer l'élection de Donald Trump et probablement bien d'autres élections, dont le Brexit, en utilisant sans leur consentement les données de plus de 50 millions d'usagers Facebook. Tu as parlé, Louis T, de quiz auxquels on répond, mais c'est peut-être pas nécessairement des quiz auxquels toi tu réponds, Louis T, mais auxquels ta mère répond. C'est Et ça qui est un peut-être que peu fou, ça permet à cette compagnie-là d'avoir accès à tes données. C'est-à-dire que les gens qui ont répondu, parce que je crois que c'est un test de personnalité qui avait été créé, mais leurs amis aussi ont... Exactement. C'est comme un cheval de Troie. Ouais, hein? Oui, l'histoire, c'est très compliqué. J'ai lu les reportages originaux qui sont parus dans The Guardian et dans le New York Times, ainsi que sur Channel 4. Et l'histoire commence en 2007. C'est deux chercheurs, Michael Kosinski et David Stilwell, de Cambridge, qui travaillent sur un test de personnalité qui leur permet de pénétrer l'âme de centaines de milliers d'usagers Facebook, mais aussi de leurs amis. Et ça, c'est des trucs qu'on répondait volontairement. Exactement, même qu'on était payé pour passer un certain test de personnalité et ça accédait à nos données. Tout ça, c'était légal tout le temps que c'était pour des raisons académiques. Et là, entre en scène Christopher Wiley, le lanceur d'alerte qui ça, fait les manchettes roses, hein? cette semaine. Qui a Exactement. l'air un peu de hacker dans un film. Là, mais... Complètement. Il y a vraiment... un peu, ouais, hein? Oui, il ressemble quasiment au gars du film Hacker. Oui, des c'est années vrai, à cette 90. époque-là, référence des années 90. Et Christopher Wiley, qui est le lanceur d'alerte auquel on s'intéresse cette semaine, il faut vraiment s'arrêter pour le décrire un peu parce que c'est un jeune décrocheur canadien, homosexuel, végétalien et probablement surdoué, donc pas exactement le profil du gars qui va aider Trump à gagner ses élections. Et c'est un peu repentant qu'il a décidé d'avouer ses torts et de révéler la machine à la journaliste du Guardian. Il commence à s'intéresser aux études de Kosinski et Stilwell alors qu'il fait un doctorat sur la mode. Il se demande comment la mode se propage, comment on peut influencer la culture à l'aide justement de Facebook et d'outils de réseaux sociaux comme ça. Il est ensuite approché par
SCL Élections. Ça, c'est un groupe spécialisé dans l'analyse de données à des fins électorales. Et le CEO de SCL, Alexander Nix, qui a fait beaucoup les manchettes, lui aussi, cette semaine. Ça, c'est le grand mince qui a la... Est-ce que c'est ça, je me trompe? Effectivement, c'est un grand mince, on peut dire ça. Et lui, vraiment, offre un wet dream de programmeurs et de geeks comme le Christopher Wiley l'est. Il lui dit, carte blanche, fais toutes tes expérimentations comme tu veux, on te laisse aller avec ça. Rapidement, on constate là, que Christopher Wiley, c'est un petit génie. Là. Donc, c'est pour ça que plusieurs personnes très influentes s'approchent de lui. Et en 2013, Steve Bannon, le fondateur de Breitbart News, que tu connais sûrement comme le grand fournisseur de fausses nouvelles confortant les opinions d'extrême droite et plus tard conseiller stratégique de Donald Trump, approche à son tour Wiley. Et là, ces trois personnes-là, Nix, Wiley, Bannon, se rendent à New York pour rencontrer Robert Mercer, un homme... Non, mais c'est fascinant. C'est des noms que, si vous suivez un peu la politique américaine, là, c'est des noms qui reviennent régulièrement en ce moment-là. Lui, Mercer, c'est un homme d'affaires républicain. Il finance la création de l'entreprise Cambridge Analytica. À un moment donné, là, la temporalité de cette histoire-là est compliquée à suivre, mais dans les années vers 2013, Wiley demande aux chercheurs Michael Kosinski et David Stilwell l'accès à leurs données qui ont accumulé à des fins académiques. Mais ceux-ci D'une façon légale à l'époque. Exactement. Trouvent que c'est pas éthique et donc refusent, mais un de leurs collègues un peu moins scrupuleux, Alexander Kogan, lui accepte et Kogan avait obtenu les autorisations de Facebook pour recueillir des données à des fins académiques, mais les vend à des fins commerciales. Donc, mais si je comprends bien pour le moment, Facebook acceptait que des gens fassent ce genre de truc-là, mais c'était toujours, comme tu dis, académique. C'était pour des études. Oui. Et ça, c'est la partie qui est légale parce que, bon, au Royaume-Uni, il est illégal de vendre des données à un tiers parti sans consentement, surtout à des fins commerciales. Et c'est la même chose au Canada. La loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques nous protège contre ces mésaventures-là, mais on voit qu'il y a des failles. Mais en 2015, à ce moment-là, Wiley n'est plus dans l'entreprise Cambridge Analytica, mais en 2015, le Guardian révèle que la campagne de Ted Cruz, un autre républicain américain, a fait appel à Cambridge Analytica, qui a utilisé des données d'utilisateurs Facebook à leur corps défendant. Mais Facebook ne réagit pas sur le coup. Un an plus tard, va réagir mollement en demandant, par exemple, à Wiley d'effacer ses données. Wiley a quitté Cambridge Analytica depuis 2014, puis les données ont été copiées là, plusieurs fois, c'est peine perdue. La pâte à dents est sortie du rouleau. Ouais, mais ça n'a pas fait les manchettes. C'était en 2014. C'était en 2015, c'était révélé dans le Guardian. Donc, peut-être que ça ne nous a pas atteint à ce moment-là. On n'a peut-être pas saisi l'ampleur de la crosse. Mais ce qu'il y a de nouveau dans la technique de Cambridge Analytica, c'est le profilage psychographique. Et ça, c'est un peu épeurant parce que, bon, depuis des années, c'est vraiment pas nouveau. Les professionnels du marketing ciblent les individus en fonction de leur profilage sociodémographique. Justement, la dame du Vox Pop disait, si j'ai un pick-up, on sait pour qui je vote. On a des doutes. On le sait pas exactement, mais... on peut cibler un homme blanc de 50 ans et se dire, il y a de bonnes chances, statistiquement, pour qu'il soit enclin à voter pour tel parti. Moi, je fais ça pour vendre des billets. Tel produit. Moi, je vais faire une publication commanditée sur mon Facebook pour les gens de Victoriaville de 25, 55 ans avec tels intérêts. De manière très efficace. Oui, de manière très efficace. Par contre, le profilage psychographique lui permet d'utiliser le profil psychologique des gens. Donc, d'identifier à l'aide de multiples données et d'algorithmes le profil psychologique. Est-ce que la personne est parano? Est-ce que la personne est introvertie? Est-ce qu'elle est homosexuelle? Et là, on va aller essayer de la manipuler après ça. C'est ça la différence de ce qui s'est passé. On va cibler des publicités qui vont susciter ses peurs, qui vont l'attraper de la bonne façon avec son profil psychologique. Mettons, tu sais, si une personne, dans ses likes Facebook, dans les pages qu'elle aime des médias d'information dits alternatifs ou plus ou moins crédibles, on va utiliser une méthode de communication un peu plus radicale pour les approcher parce qu'on sait qu'ils sont
pas nécessairement porté à aller vérifier les informations, mais si la personne aime The Guardian ou Le Devoir ou d'autres journaux, on va utiliser une autre... rationnelle. OK, je comprends. Même, ils vont jusqu'à dire, il y a une étude qui démontrait que si, par exemple, tu likais la page de Kit Kat, tu avais plus de chances d'être enclin à voter républicain. Mais... Là, des fois, ça, c'est des corrélations, mais il faut faire bien attention avec la corrélation. Oui, là, je sais que... Moi, je suis un gros fan de mauvaises corrélations. C'est-à-dire, par exemple, il y avait déjà une blague qui circulait sur Internet à chaque fois, plus Nicolas Cage sort de films, plus il y a de tornades. Il y a toujours des affaires comme ça. Le nombre de films et le nombre de tornades. C'est comme, ouais. Oui, et d'ailleurs, c'est une critique qui a été faite à toute cette histoire-là. On se demande, bon, est-ce que ça a vraiment influencé l'élection américaine? Il y a plusieurs experts qui estiment que l'influence qu'a pu avoir Cambridge Analytica est hautement surestimée en ce qui a trait à l'élection de Trump. Qu'est-ce qui risque d'arriver avec ça? Est-ce qu'il y a là, pour le moment, est-ce qu'on pense qu'il va y avoir des nouvelles lois? Est-ce que Facebook, en ce moment, va pas très bien en bourse. L'entreprise a perdu 60 milliards de dollars en valeur boursière dans les 2 jours qui ont suivi le scandale. Yes, sir. Tant pis pour eux. On va pas pleurer ça quand même. Là. Non, c'est ça. Puis est-ce que, le hashtag Delete Facebook, qui est devenu viral, va vraiment avoir son effet? Je sais que toi, Louis, tu t'es désabonné de Facebook. Je suis pas désabonné parce que j'ai une page fan, une page pour faire la publicité de mes trucs, mais sauf que je fréquente plus Facebook depuis mars l'an dernier. Ça fait un an. Que je vais plus. Félicitations, tu mérites un jeton. Oui. Avant-gardiste. Mon nom est Louis T et je suis... Facebookolique. Oui, c'est ça, ancien accro à Facebook. Sais-tu qui n'est plus sur Facebook aussi? Christopher Wiley. Mais pas parce qu'il a supprimé son compte, mais parce qu'il a été banni de Facebook et Instagram, qui appartient à Facebook. Ce qui n'est pas exactement rassurant là, quant à la liberté d'expression des gens qui parlent contre Facebook. Mais est-ce que tu avais quelque chose d'autre à ajouter là-dessus? Non, je voulais juste dire que je suis vraiment parano et j'ai vraiment hâte que tout ça s'arrête. C'est vrai? C'est vrai. Ben, je trouve ça inquiétant. OK, mais c'est drôle parce que je disais que je n'étais pas sur Facebook, mais toi, tu l'es. J'ai encore un compte qui me permet d'aller sur Facebook. Alors, je peux, par exemple, être sur ta page en ce moment, Facebook. Qu'est-ce que ça te dit sur moi? Ben, je vois les trucs que tu as aimés. Je vois les pages que toi-même tu aimes. Par exemple, j'essaie de trouver, là... Lavoto Saint-Urbain. Oh, mon Pourquoi Dieu. tu likes Lavoto Saint-Urbain? Je vois Ils offrent un excellent service. Ah oui? OK. Tri Express, c'est quoi ça? Ah, c'est des bons sushis. Dépanneur. Ah, ben Juste j'ai écrit dépanneur. un livre sur les dépanneurs. C'est vrai? Oui. Ah Mon oui, ben, Dieu, on en prend beaucoup. mon premier, En tout cas, moi, je regarde ça, puis tu as l'air de voter pour Québec solidaire. Alors... C'est curieux, hein? Ah ouais. Merci, Judith. Merci beaucoup. Plaisir. Alors, vendredi dernier, Régis Labaume a pris tout le monde par surprise, annonçant pour Québec un projet de tramway de plus de 3 milliards de dollars. Allons écouter un extrait de la conférence de presse. C'est aujourd'hui que nous allons de l'avant et que nous faisons entrer Québec dans la modernité. Fini le temps où Québec était la seule des grandes villes canadiennes à ne pas disposer d'un système de transport collectif moderne et structurant. Alors, Québec arrive dans la modernité, semble-t-il. Kevin, ça fait des heureux, ça fait des moins heureux. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé, la genèse de cette histoire-là? C'est quoi cette histoire de tramway? Ça remonte à longtemps, puis je ne ferai pas l'énumération d'absolument tous les esquisses, études de faisabilité, croquis, nombreux plans qui ont soulevé ces projets-là. Mais pour faire une courte histoire, dès la fin des années 90, le maire Jean-Paul Lallier avait déjà mis comme proposition d'avoir un tramway à Québec. En 2010, on commence à avoir les premiers aperçus de ça, à quoi pourrait ressembler un tramway. Mais finalement, comme dans beaucoup de cas, quand il est question de projets de transport en commun, le gouvernement trouvait ça trop cher et nous a redirigé vers un plan B qui était le SRB. Ça, c'était aux années 2010 à peu près. Un SRB, c'est un service rapide par bus. Donc, c'est moins coûteux. C'est une voie dédiée sur la route avec des passages d'autobus à grande fréquence. Et ça avait l'air parti pour se réaliser. Là. Je pense il y a quelques années, là, c'était un des projets de Régis Labaume. Absolument. Ça faisait pas trop de bruit. Là. Le projet allait bon train jusqu'à ce que l'animatrice Nathalie Normando fasse état d'un présumé mécontentement de la population / de ses auditeurs. On ne sait pas trop d'où ça
ça venait et qu'elle demande rien de moins qu'un boycott. Donc là, la radio privée de Québec a entamé une campagne pamphlétaire en distribuant des flyers d'une activité dans laquelle elle excelle. Est-ce que je me trompe si tout ça est arrivé pendant les sondages de code d'écoute? Possible. C'est possible. Pas vérifier, faudrait vérifier. Oui, on est toujours en sondage de code d'écoute à la radio. On dirait que ça revient à chaque fois. C'est vrai. Puis en plus, c'est sûr que la radio, c'est quand même un dossier qui était concerné par le dossier du transport en commun parce que plus qu'il y a de monde dans le transport en commun, moins qu'il y a de monde dans les automobilistes, moins qu'il y a de monde qui les écoute. Ouais, non, mais c'est assez clair qu'il y a beaucoup de concessionnaires qui annoncent dans ces radios-là. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit à leur opinion, mais c'est sûr qu'ils aiment ça, avoir du monde pris dans le trafic. Oui, c'est un public de char. Donc la campagne, elle est contre le SRB et pour un troisième lien, il faut garder ça en tête pour la suite de l'histoire parce que vraiment, tout au long, on va comme comprendre qu'on essaie de mettre en opposition les deux projets. Le troisième lien, c'est soit un nouveau pont. Oui, c'est ça, un pont ou un tunnel. Donc, pour revenir au SRB, finalement, des membres de l'opposition se sont dit compte pendant la campagne de la radio privée. Et le maire de Lévis va annoncer que la ville se désiste du projet parce que c'était trop cher, mais aussi parce que le projet impliquait de demander aux usagers de faire plusieurs transferts. Puis on pensait que ça n'allait pas engendrer de Il n'aimait pas le projet. Ça, c'est l'an dernier, ou il y a 2 ans, en 2016 à peu près. Le projet tombe à l'eau en mars 2017. Donc, ça fait 1 an. OK. Est-ce que c'était une promesse électorale? Parce que là, j'entends beaucoup de gens se demander si Régis Labaume me mentit en campagne électorale parce qu'il ne semble pas en avoir vraiment parlé de ce tramway-là. Hein? Moi-même, quand vous m'avez mis sur ce dossier-là, je me disais, c'est intéressant. Étais-tu pour? Étais-tu contre, Régis? Je ne savais plus du tout. Puis tu l'as dit en introduction, ça manquait un petit peu de transparence, son affaire. Ouais. Il a pris les gens par surprise. J'ai entendu des extraits. Je sais qu'il y a des gens qui militent contre ça. Il y a des extraits sur Internet de lui qui mentionne qu'il est contre un projet de tramway en Haute-Ville. Fait que là, il y a comme toujours une manière. Ouais, c'est ça. Il est en train de dire que, oui, moi, j'étais contre un projet sur cette rue-là, mais là, c'est plus sur la même rue. Mais plus clair encore, juste quand la campagne a commencé, Radio-Canada rapportait ses propos clairement. Il faudra attendre 2 ans avant de statuer sur une alternative au défunt SRB. Ça fait pas 2 ans depuis la dernière campagne municipale. Ça fait à peine 4 mois. Mais ce qu'il avait quand même demandé pendant la campagne, c'est d'obtenir de la part des électeurs un mandat clair pour négocier des projets structurant, puis c'est ce qu'il a obtenu. OK. Donc, il a peut-être un peu joué sur les mots, peut-être qu'il y a des gens qui l'ont mal interprété, mais il n'a pas tout à fait menti en disant qu'il allait avoir un projet de transport en commun structurant. Tout à fait. Le mot qui est important là-dedans. OK. La relation avec Lévis, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, Québec, c'est 2. Hein. Est-ce que vous venez... Moi, je viens de la Beauce. Tu viens de la Beauce? Je l'ai pris souvent, le pont de Québec, pour me rendre magasiner aux Galeries Laurier. Puis ma soeur a étudié à Lévis l'automne, fait que je connais quand même assez un peu comment la circulation. Il y a ces gens-là aussi qui s'expriment, qui ne sont pas contents parce qu'ils ne se sentent plus impliqués dans ce projet-là. Parce que le projet de tramway ne concerne que la ville de Québec. Oui, en fait, c'est que le projet SRB, à l'époque, se rendait jusqu'à Lévis. Le projet de tramway, en tant que tel, ne va pas se rendre jusqu'à Lévis, mais il y a quand même ce qu'ils appellent des trambus. Donc, encore là, c'est une espèce de novlangue de transport. C'est quoi un trambus? Mais oui, même moi qui prends le transport en commun et qui m'intéresse à ça, on est rendu avec des termes, j'ai aucune idée. Mais même SRB, quand tu l'expliques, c'est un autobus. C'est beaucoup de noms. C'est comme, c'est un peu, encore un genre de SRB. Donc, c'est sur roue, c'est un autobus régulier. Mais eux, je pense qu'ils veulent comme brander leur projet en utilisant des mots comme trambus ou tramway. OK. Fait que là, l'opposition qui se dresse, c'est un peu, le troisième lien, c'est pour les automobilistes, les projets de transport en commun, c'est pour les usagers du transport en commun. Ils ont un peu raison qu'il n'y aura probablement pas les deux projets. Il n'y aura pas de l'argent pour les deux, parce que le transport en commun, c'est à peu près 3 milliards au bas mot. Puis le pont, le Régis Labaume m'avait dit que ça pouvait coûter jusqu'à 10 milliards. D'autres études disaient à peu près 4 milliards, mais fait que là, ce que les gens... c'est juste 6 milliards de différence. On ne s'obstinera pas pour une petite différence de 6 milliards. C'est un peu ce qui divise les gens. C'est ce que les sondages disent. En janvier, le 22 janvier dernier, il y a un sondage. Je vais t'écouter avec intérêt parce que là, tout le monde que je lis sur les réseaux sociaux parle que de leur entourage en disant « Moi, je connais personne qui est pour », puis là, les autres disent « Moi, je connais personne qui est contre ». Alors, qu'est-ce que nous disent les sondages? La réalité est vraiment tout autre parce que les gens sont vraiment divisés. Le sondage de janvier dit que 49 % étaient pour le projet de tramway et 46 % étaient contre. Puis, cette semaine, le Journal de Québec a fait un sondage maison sur sa page Facebook, donc c'est moins ciblé. Parce c'est moins scientifique aussi. Oui, parce que là, en plus, la
l'ensemble de la population et non pas juste les gens de la vieille capitale peuvent voter. Mais à ce moment-là, la dernière fois que j'ai vérifié hier, le nombre d'appuis tombait à 46 OK. Le reste était contre. Mais Jeff Fillion en a fait un sur sa page, puis c'était comme 90 contre. Mais ça, c'est extrêmement pas scientifique parce que c'est les auditeurs de Jeff Fillion qui sont majoritairement dans leur auto. Hey, mais un projet là, qui divise autant 50-50, ça sera pas évident. La dernière fois qu'on a vu ça, c'est au référendum. Oui, puis tout est réglé. Tout le monde s'entend bien. Tout le monde Ben justement, c'est peut-être un référendum. Il y a des gens qui exigent un référendum avant d'aller de l'avant avec ce projet-là. La CAQ s'est maintenant dit pour, mais la CAQ se dit aussi pour un troisième lien. Donc, on sent qu'il y a une odeur de campagne électorale. On fait des promesses. Pour toutes. On fait pour toutes. C'est bon, ça? Moi, ça serait un slogan d'un parti politique. Pour toutes. Pour toutes. Pour toutes. Contre rien. Contre rien. J'avais lu quelque chose comme quoi près de 75 ou 80 % de la population de Québec serait à distance de marche du transport en commun. Exact. Puis moi, qui change la donne. On n'arrête pas. Tous les gens de Québec, ils disent, moi, je le prendrais l'autobus, mais il en passe un par heure. Puis moi, j'ai parlé à mes amis à Québec, puis ils me disaient que ça va surtout être bénéfique à la sortie des bars le soir. Bon, là, tu touches une corde d'impact. Là, là, à Québec, je pense qu'on les rejoint. Là. Ouais. Hey, le rêve. 40 personnes tassées sous à 3 h du matin d'un autobus. Ça donne une autre perspective, nous, pour le vivre à Montréal, mais entre ça ou devoir prendre un taxi puis payer 30$, ben moi, j'aime mieux pouvoir compter sur un projet structurant comme celui du tramway. Puis en plus, il va être accessible. Fait que je peux pas chialer contre un projet de transport accessible. Merci beaucoup, Kevin. Merci, Louis. Alors, tout au long de la semaine, je vois passer des choses dans mon fil d'actualité et j'ai des doutes. Et comme je me considère un petit justicier de la vérité, un petit Batman des faits, j'ai fait des recherches pour vérifier si tout ça était vrai. C'est le moment des corrections de la semaine. Dans une vidéo produite par le syndicat des travailleuses et travailleurs des Laurentides en santé et services sociaux, une vidéo partagée près de 8000 fois, le comédien Stéphane Roy déclare entre autres que le gouvernement coupe dans les services d'hygiène et d'entretien dans les hôpitaux et met nos vies en péril. Alors, on peut aller en écouter un extrait. En tournant les coins ronds et en masquant en surface avec des sambons, le véritable travail de nettoyage en profondeur ne peut pas se faire. Et des bactéries meurtrières comme le C. difficile se propagent. Faites-vous pas passer un sapin. Un patient sur 10 qui entre dans un hôpital au Québec attrape une infection bactérienne. Et les cas ne cessent d'augmenter. À chaque année, des centaines de patients en meurent. Et on voudrait couper dans la propreté des lieux de santé. Imaginez. Alors, ça fait peur, hein? Film d'horreur. Ça fait peur, effectivement, avec la musique dramatique. Il est à noter que la mère du comédien est décédée d'une infection aussi difficile au début des années 2000. Alors, je comprends que c'est un sujet qui lui tient à cœur, mais j'ai quand même décidé d'aller vérifier certaines de ces affirmations que l'on peut entendre dans la vidéo. Premièrement, j'ai pas trouvé de nouvelles parlant directement de coupure du gouvernement dans les services d'hygiène. Il y aurait même eu une volonté d'augmenter les budgets depuis l'épidémie de C. difficile en 2004. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu globalement des compressions dans le système de santé et dans les hôpitaux dans les dernières années. Donc, c'est très possible que ça ait eu des répercussions sur les services d'entretien. Alors, je ne peux pas vraiment vérifier cette donnée-là, mais je lui accorde le bénéfice du doute. Par contre, d'autres choses sont plus faciles à vérifier. Par exemple, le comédien déclare qu'un patient sur 10 qui entre à l'hôpital au Québec attrapera une infection. C'est vrai. C'est vrai. Heureusement, la majorité de ces infections ne seront pas très graves et les gens n'en mourront pas. Mais c'est vrai qu'on a un taux d'infection de 10 % des patients dans les hôpitaux au Québec. Par contre, il est important de noter qu'il s'agit du même pourcentage dans le reste du Canada, aux États-Unis et dans la plupart des pays européens aussi. C'est un problème mondial. Dans la vidéo, on affirme que le nombre de cas augmente à chaque année. C'est faux, par contre. Si on prend les derniers chiffres, c'est-à-dire 2016, c'est l'année où il y en a eu le moins depuis 10 ans. Il y a eu un gros pic en 2004, grosse épidémie de C. difficile, et depuis, chaque année, ça diminue tranquillement. Donc, il n'y a pas d'augmentation en ce moment. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer de combattre la chose, mais il n'y a pas d'augmentation. Maintenant, Stéphane Roy fait quand même bien de nous le rappeler, je pense. Si je trouve que le ton de la vidéo est un peu alarmiste et un peu exagéré pour faire peur, ça reste quelque chose d'important. Alors, je lui accorde quand même la note de B. Est-ce que les Québécois conduisent mal? Pire que les autres? Mieux. Mieux? Intéressant, parce que on sait, la semaine dernière, le PQ suggérait de mettre fin à l'hypocrisie et d'augmenter les limites de vitesse sur les autoroutes.
à 120 km/h. Je ne me prononcerai pas là-dessus. Je n'ai pas nécessairement d'opinion sur le 120 km/h, mais j'ai vu plusieurs fois revenir des commentaires de gens que on ne pouvait pas faire ça au Québec parce que les gens ne savent pas conduire. On ne serait pas des bons conducteurs au Québec. C'est quelque chose... On aime bien se flageller au Québec. On aime bien être négatif par rapport à ça. Sauf quand il est question de racisme. Oui, là, on est les moins racistes au monde. Mais on ne sait pas conduire. Puis, c'est moins confrontant. Comme disait un célèbre humoriste, les madames chinoises... Surtout les madames chinoises conduisent pas bien. Alors, je suis allé vérifier, je suis allé faire quelques calculs avec quelques sources. J'ai pris le nombre de décès sur les routes par milliard de kilomètres parcourus parce que ça me paraissait la stat qui est la plus intéressante et objective. Le Québec fait mieux que la moyenne canadienne. Légèrement. Donc, j'avais raison. Oui, on conduit un peu mieux que les Canadiens. On conduit aussi mieux que les Américains, mieux que l'Australie, la Belgique, la France et même l'Allemagne, dont on n'arrête pas de vanter la qualité des conducteurs et des routes. Bon, il y a probablement plusieurs facteurs qui expliquent qu'il y ait moins de décès sur les routes. C'est peut-être pas nos talents de conducteurs, mais il n'y a pas de données probantes pour dire qu'on est pire qu'ailleurs. Moi, je dirais même qu'on est un peu mieux qu'ailleurs. Alors, j'accorde aux gens qui disent ça sans preuve, la note de E. Échec. Est-ce qu'on peut commander une pizza en appelant au 911? Mais ça, on dirait que ça revient dans les médias tous les mois, des madames qui vont au McDonald's puis qui appellent la police parce qu'il n'y a plus de McNuggets. Je vois ça arriver souvent. Est-ce que c'était pas une annonce? La madame appelait pour commander une pizza au 911 puis finalement, c'était pour dire qu'elle se faisait battre par son mari? Exactement. C'est une publication qui a été partagée plus de 100 000 fois sur Facebook et qui nous dit que si on désire appeler le 911, mais qu'on ne veut pas que la personne dans la pièce, parce qu'on a peur, soit au courant, on peut appeler le 911 et dire à au téléphoniste qu'on veut une pizza au pepperoni. Et que le téléphoniste devrait comprendre que finalement, on est en besoin d'aide et il va nous envoyer un policier. Bon, c'est faux. C'est faux, premièrement, parce que si un voleur chez vous, vous n'arriveez pas à le convaincre de pouvoir passer un téléphone, même louche. si vous lui dites, genre, non, mais je te jure, c'est pas la police. C'est vraiment juste pour commander j'ai faim, puis dès que tu quittes, moi, je veux pouvoir manger ma pizza. Fait que t'as une demi-heure. Bon, ça risque peu d'arriver, mais aussi parce que c'est pas un code qui existe chez les téléphonistes du 911. Il n'y a pas de code comme ça secret qui ferait qu'ils vont comprendre votre détresse. Par contre, comme le soulignait un expert sur la question, les téléphonistes sont formés pour sentir la peur chez les gens. Alors, si vous appelez au 911 puis vous insistez vraiment longtemps pour avoir une pizza, ça se peut qu'ils vous envoient la police quand même. C'est du pepperoni double fromage, là. Exactement. Fait que ça avec ben de la sauce tomate. Ça pourrait fonctionner, mais c'est pas vraiment la méthode la plus efficace. Alors, aux gens qui partagent ce genre de nouvelles-là, je leur donne la note de E parce que je trouve que vous manquez un peu d'esprit critique. Alors, c'est déjà la fin. Je voudrais remercier mes deux collaborateurs cette semaine, Kevin Breton et Judith Lucier. Avez-vous appris quelque chose aujourd'hui? Moi, j'ai appris que si Mark Zuckerberg se présente pour les élections de 2020, c'est inquiétant. On va être dans la chenoute. Vraiment. Il est assuré de gagner. Oui. Moi, j'ai appris que les radios avaient tout intérêt à s'opposer au transport en commun. J'avais pas réalisé comment ça peut être un enjeu. Je me trouve bien naïve. Mais bien naïve. Je vous ai aussi appris que Joe Biden devrait pouvoir battre Donald Trump. Malgré ses 75 ans. Mais on a vu Justin Trudeau faire de la boxe il n'y a pas si longtemps. Oui, puis celui qui avait perdu Patrick Brazeau. Qui n'est plus en politique. Parce que lui s'était vengé sur sa femme. Oui, c'est ça. Qui n'a pas appelé de pizza. Non, qui n'a pas appelé de pizza pepperoni et qui aurait dû. T'as appris quoi? Alors, moi, j'ai appris plein de choses. Merci, mais je vous dirai pas toutes les choses que j'ai apprises, parce que j'en ai ben trop appris. Merci à vous deux, merci à ici Radio-Canada Première et merci à Urbania. Merci aux gens qui nous écoutent. À la semaine prochaine. Vous avez aimé ce balado? Découvrez-en plus sur notre application mobile et au radiocanada.ca/balado.